Croyez-vous qu'un seul instant puisse tout changer? Que la vie puisse basculer d'un seul regard, d'un geste, d'un rugissement? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est une expérience, une histoire vraie qui défie l'impossible. Un homme au bord de l'oubli et un lion mourant, tous deux abandonnés par le monde, brisés, sans espoir, jusqu'au moment où leurs chemins se croisèrent. Ce qui arriva ensuite défia toute logique. Il le sauva de la mort, de la douleur, de la solitude et de la cruauté. Il le nourrit, le soigna, le guérit. Mais personne n'aurait pu imaginer que le lion reviendrait un jour pour rendre quelque chose. Non par des mots, mais avec ses griffes, son cœur et tout l'amour qu'un animal peut éprouver pour un être humain. Carlos avait 54 ans et vivait à Setúbal, une ville côtière du Portugal. Depuis la mort de sa femme, sa vie était devenue une routine sans âme. Chaque matin, il se réveillait au cri des mouettes, entretenait son jardin, mangeait en silence et s'endormait les yeux fixés au plafond, envahi de souvenirs. C'était un homme bon, mais brisé. Sa femme, Helena, était morte dans un accident de voiture 7 ans plus tôt. Depuis ce jour, Carlos n'était plus le même. Il avait fermé son atelier, vendu ses outils, gardé seulement la maison, un morceau de terrain et un vieux renne de bois à peine utilisé. Son monde était devenu silencieux et gris. Il n'avait pas d'enfants et ses amis s'étaient éloignés avec le temps. Un matin, alors qu'il cherchait du bois sec pour le poêle dans la forêt voisine, il entendit un bruit étrange, un grognement rauque et profond, presque une plainte. Il pensa d'abord à un chien blessé, mais en s'enfonçant dans les buissons, il s'arrêta net. Là, au milieu de la boue, gisait un lionceau. Sale, couvert de tiques, une patte tordue, le cou blessé. Ses yeux enfoncés luisaient faiblement. Il lui restait un souffle de vie. Il était proche de la mort. Carlos recula, incrédule. Un lion, au Portugal. Il pensa qu'il s'était échappé d'un cirque illégal. Mais ce n'était pas le moment de poser des questions. L'animal peinait à respirer, et même si Carlos ne connaissait rien aux félins sauvages, il reconnut dans ce regard celui d'un être vivant qui mourrait sans aide. Il courut chez lui, prit un seau d'eau, de la viande crue du congélateur, une vieille couverture. Le cœur battant, il retourna sur place. Le lion bougeait à peine, mais à l'odeur de la viande, il tenta de manger. Carlos s'approcha lentement, tendit la main et attendit. Le lionceau accepta la nourriture, but un peu d'eau, puis posa sa tête sur le sol. Carlos vit clairement les blessures, cicatrices, plaies ouvertes, côtes saillantes. Quelqu'un avait dû l'enchaîner, l'utiliser pour divertir, puis l'abandonner. Cette nuit-là, Carlos aménagea un abri de fortune dans sa remise. Il allongea l'animal sur de la paille, nettoya ses blessures avec une solution saline, et lui parla. Oui, il lui parle comme à un enfant. Je ne sais pas d'où tu viens, ni pourquoi tu es ici, mais maintenant tu es en sécurité. Tu m'entends? En sécurité. Il l'appela Thor, car dans ses yeux affaiblis sommeillait une force, comme une tempête. Les premiers jours furent difficiles. Thor vomissait, ne bougeait presque pas. Carlos le nourrissait avec une seringue, lui donnait des liquides, passait de la musique douce, se réveillait toutes les 2 heures pour vérifier s'il respirait encore. Et peu à peu, Thor commença à réagir. D'abord, il leva la tête, puis fit quelques pas, et enfin apprit à reconnaître la main de Carlos comme un signe de gratitude. Pour beaucoup, cela aurait été un miracle. Pour Carlos, c'était la première fois depuis des années que son cœur battait à nouveau pour quelque chose. L'hiver passa, le printemps arriva, et avec lui, la vie. Les fleurs s'ouvrirent, et Thor se mit à courir, à jouer avec des branches, à pousser de petits rugissements. Carlos appelait cela des rires de chat. Le jeune lion montrait déjà les prémices de sa future puissance. Carlos lui construisit un petit habitat, avec des matériaux recyclés. Une clôture, une bassine en plastique, des tapis et une corde pour jouer. Thor s'y adapta comme s'il y était né, et Carlos recommença à sourire. Ils devinrent inséparables. Ils marchaient ensemble dans la forêt, dormaient côte à côte, et dans les nuits silencieuses, on entendait le ronronnement de Thor jusqu'à la maison. Un soir, alors qu'il caressait la crinière naissante de son ami, Carlos murmura « Je n'aurais jamais cru pouvoir me relever, mais tu m'as sauvé. » Il ne savait pas à quel point il avait raison. Les mois passèrent, et ce qui n'avait d'abord été qu'un simple geste de compassion
s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Thor grandissait vite. Sa crinière s'épaississait, ses épaules devenaient massives et ses pattes laissaient de profondes empreintes dans la terre du jardin. Mais ce qui étonnait le plus Carlos, c'était la nature de Thor. Ce n'était pas un animal sauvage, du moins pas avec lui. Il ne montrait aucune agressivité, ne grognait jamais, était tendre, presque joueur. Il reniflait doucement Carlos, lui léchait le visage, se blottissait contre lui comme un chien géant. Il restait à ses côtés pendant le petit déjeuner, l'accompagnait lorsqu'il fendait du bois, l'observait pendant qu'il arrosait les plantes. Carlos avait retrouvé goût à la vie. Il chantait en cuisinant, parlait tout seul, ou à tort, et ne se sentait plus seul. Chaque matin, il disait « Allez, Thor, aujourd'hui, on a encore beaucoup à faire. » Et le lion le suivait, fidèle comme un chien. L'histoire de ce duo improbable commença à circuler. Un jour, un jeune voisin filma Carlos et Thor de loin, puis publia la vidéo en ligne. Elle devint virale. Un homme vit avec un lion dans son jardin. Les réactions furent partagées, choc, émerveillement, émotion. Une association locale de protection animale en prit connaissance. Au début, ils voulurent retirer Thor, mais après une enquête sur sa santé, son comportement, son lien avec Carlos, ils prirent une décision exceptionnelle. Thor pourrait rester. Sous conditions strictes, avec des contrôles réguliers et des mesures de sécurité, la remise fut transformée en enclos adapté. Des caméras furent installées, une clôture renforcée fut érigée, des structures d'escalade et des jouets ajoutés. Thor avait désormais son refuge, mais il restait toujours près de Carlos. Ce qui n'était qu'une maison ordinaire devint un sanctuaire. Bientôt, des visiteurs arrivèrent. D'abord les voisins, puis des amis, et enfin des familles de la région. Des enfants malades, des adultes en dépression ou en proie à l'angoisse. Carlos ne demandait jamais d'argent, seulement du respect. Et Thor, le doux géant, se laissait caresser, s'appuyait calmement contre les gens, qui fondaient souvent en larmes. Il y avait dans son regard quelque chose de réparateur. Un journaliste écrivit « Ce n'est pas un lion dressé, c'est un lion reconnaissant ». Carlos trouva dans cette mission un nouveau sens. Il n'était plus l'homme brisé d'autrefois. Mais la vie ne s'arrête pas. Un soir, alors qu'il ramassait du bois dans la forêt, il entendit un gémissement. Entre des fils rouillés gisait un pitbull blessé, émacié, ensanglanté, le pelage couvert de cicatrices. Probablement une victime de combats de chiens illégaux. Carlos n'hésita pas. Il le porta chez lui, soigna ses plaies, lui donna à manger et l'appela Rex. Mais Rex était différent. Tandis que Thor montrait de l'affection, Rex restait distant. Il mangeait sans regarder, dormait à l'écart, refusait les caresses. Quand Thor s'approchait, Rex grognait, pas fort, mais avec une intensité croissante. Carlos le remarqua, mais il n'abandonna pas. Il lui parlait doucement, lui montrait des photos de sa femme décédée, lui racontait des histoires. « Personne ne te fera de mal ici. Tu es venu pour guérir, comme Thor. » Les jours devinrent plus tendus. Carlos sentait la pression. Rex mangeait, mais son regard était méfiant. Carlos dormait mal, souvent avec un œil ouvert. Un jour, il surprit Rex en train de le fixer longuement, figé, comme s'il l'évaluait. Thor, lui, restait calme, observant Rex sans intervenir. Mais dans ses yeux brillait une vigilance silencieuse. Un jour, un enfant en visite demanda « Vous n'avez pas peur de vivre avec un lion ?» Carlos sourit, regarda Thor, couché au soleil, et répondit « Ce qui me fait peur, ce n'est pas ce qui rugit, c'est ce qui se tait et attend le moment. » Il ne savait pas à quel point il avait raison. Les jours suivants furent étouffants, une chaleur inhabituelle pour le printemps. Carlos avait mal dormi. Un rêve récurrent le hantait. Un rugissement, une ombre, une chute. Tôt le matin, il cueillit comme d'habitude des légumes, salua Thor, qui somnolait paisiblement sous un arbre. Mais Rex était introuvable. Carlos le retrouva près de la clôture, en train de mâcher, le regard fixe. En s'approchant, Rex leva la tête. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, mais autre chose. Quelque chose de sombre, d'insaisissable. « Qu'est-ce que tu as là, mon grand ?» demanda Carlos. Un grognement, sec, profond. Carlos s'arrête net. Il recula, ne voulant pas provoquer le chien. Le reste de la journée passa, mais un malaise persistait. Le soir venu,
Carlos s'assit sur la véranda, but une gorgée de limonade, tenta de se détendre. Thor dormait non loin, son torse se soulevant lentement. Rex, lui, restait invisible. Les oiseaux se turent peu à peu. Le soleil était bas, projetant de longues ombres. Carlos avait la sensation que l'air était chargé, lourd, presque électrique. Un crépitement, comme avant un orage. Et puis vint le soir. Cela se produisit en quelques secondes. Un craquement derrière la maison, des griffes sur le sol, un grondement guttural. Carlos allait se tourner lorsqu'un bond surgit de l'ombre. Rex, droit sur sa gorge. Le verre qu'il tenait s'écrasa au sol dans un fracas. Le fauteuil à bascule bascula. Carlos tenta de protéger son visage avec son bras, mais les crocs du pitbull s'enfonçaient déjà profondément dans son avant-bras. La douleur le foudroya. Rex secouait la tête comme une bête enragée, emportant chair et peau. Carlos hurla. Il tenta de se dégager, frappa de la main libre, donna des coups de pied, tomba finalement au sol. Rex ne lâchait pas. Au contraire, il visait désormais sa gorge. À cet instant, alors que Carlos sentait la mort plus proche que jamais, un rugissement déchira l'air. Un rugissement qui figea même le pitbull. C'était Thor. Il accourut comme une tempête. Ses pattes martelèrent le sol. Sa crinière volait. Ses yeux brillaient de flammes. En un bond, il se jeta sur Rex, le projeta violemment contre la clôture du jardin. Le chien roula au sol, tenta de se relever, mais Thor fut plus rapide. De ses pattes puissantes, il plaqua Rex au sol. Son rugissement fit vibrer l'air. Carlos, en sang, se traîna jusqu'à la véranda. D'une main tremblante, il saisit son téléphone et composa le numéro des secours. En attendant les secours, Thor resta immobile au-dessus de Rex, un gardien vivant. Il ne mordait pas, il ne tuait pas, mais il imposait. Son regard ne quittait pas Rex, son corps tendu comme un arc prêt à se rompre. Les minutes s'étiraient, le rugissement résonnait encore dans les cimes des arbres. Thor était figé, ses muscles contractés, son regard inflexible. Les secours arrivèrent. Rex fut anesthésié et emmené. Carlos fut pris en charge, placé sur une civière. Avant qu'il ne le charge dans l'ambulance, il tendit sa main ensanglantée vers Thor et murmura « Merci Thor, merci mon fils ». Carlos resta une semaine à l'hôpital. Les blessures étaient graves. Une morsure profonde, de nombreuses lacérations, des côtes brisées. Mais ce qui le faisait le plus souffrir, c'était d'imaginer ce qui aurait pu arriver sans Thor. Pendant sa convalescence, il reçut des centaines de messages, de lettres, d'appels. Des gens bouleversés par ce qu'ils avaient appris. Beaucoup proposèrent leur aide, des dons, un soutien psychologique, une présence. Certains envoyèrent même des lettres de l'étranger, touchés par l'histoire de ce vieil homme et de son lion. Une petite fille du Danemark envoya un talisman en forme de lion fait main. Un retraité du Brésil proposa de partager sa pension pour soutenir le refuge. Carlos fut bouleversé, mais il ne demanda qu'une chose, rentrer chez lui. Il voulait voir Thor, le serrer dans ses bras, retrouver sa maison. Lorsqu'il revint, Thor l'attendait au bord du jardin. Il ne courut pas vers lui, il ne rugit pas, il le regarda simplement, avec un regard qui disait tout. Lorsqu'ils furent face à face, le lion se coucha. Carlos, malgré la douleur, s'agenouilla à ses côtés et pleura dans la crinière dorée de son ami. « Tu m'as encore sauvé la vie. Je n'ai plus le moindre doute. Tu n'es pas un animal. Tu es un ange aux griffes. » La vie après l'attaque ne fut plus jamais la même. Non pas à cause de la peur, mais parce qu'à partir de ce jour, Carlos et Thor cessèrent d'être simplement un homme et un lion. Ils devinrent un symbole, un message, un témoignage vivant de l'amour qui sauve. Des visiteurs venus de plus en plus loin affluaient après avoir entendu leur histoire. Certains apportaient des cadeaux pour Thor, d'autres écrivaient des poèmes. Un enfant espagnol peignit une image où Thor portait un soleil sur le dos. Une jeune artiste italienne commença une fresque représentant Thor et Carlos dans une étreinte. Le bras de Carlos resta marqué. Il bougeait avec difficulté, les cicatrices restaient non visibles, un tremblement persista. Mais il disait simplement « Je suis vivant, et c'est ce qui compte ». Thor aussi avait changé, il n'était plus le lion joueur d'avant. Ses mouvements étaient d'un plus lent, son regard plus profond. Il observait le monde comme s'il en avait percé les secrets. Lors des heures silencieuses, Carlos s'asseyait à ses côtés sans dire un mot.
Ils respiraient ensemble, partagèrent l'instant. On n'entendait parfois que le bourdonnement des insectes et le souffle paisible du lion. C'était une nouvelle forme de présence, silencieuse mais pleine de sens. Un après-midi, alors que le vent chaud glissait entre les feuilles de figuier, Carlos écrivit dans son vieux carnet « Si un lion peut aimer, alors personne n'est perdu ». Ce n'était pas une phrase pour les autres, c'était pour lui-même. Un rappel que la rédemption est possible, même quand on n'y croit plus. L'été passa, et avec lui, tout changea encore une fois. Carlos savait que le temps est un voleur silencieux, surtout lorsqu'on le partage avec un être qu'on aime. Thor, autrefois fougueux et plein de force, ralentissait. Ses mouvements étaient devenus plus mesurés, ses muscles moins tendus, son souffle plus profond, plus lourd. Carlos l'observait avec la tristesse silencieuse d'un père qui sait que son enfant le quittera un jour. Thor passait désormais de longues heures sous le grand figuier du jardin. Cet arbre que Carlos avait planté autrefois avec sa femme. Ses branches offraient de l'ombre, ses feuilles murmuraient dans le vent. Là, dans la poussière tiède, Thor dormait. Les enfants venaient toujours, les adultes aussi, mais les rôles avaient changé. Thor n'était plus le compagnon joueur, mais un gardien sage. Il regardait les gens droit dans les yeux, et parfois on aurait dit qu'il voyait au-delà, dans quelque chose de plus profond. Carlos était fier, mais aussi silencieusement inquiet. Carlos s'occupait de lui avec dévouement. Il le baignait à l'eau tiède, posait des linges humides sur son front lorsque le soleil était trop fort. Il lui préparait une nourriture spéciale, lui parlait comme à un vieil ami. « Tu m'as tant donné », lui dit-il un soir en caressant son front. « Si un jour tu pars, n'emporte pas tout avec toi. Laisse-moi un peu de ton courage. » Les nouvelles de l'état de Thor se répandirent. Des gens vinrent pour le voir une dernière fois. Ils apportaient des lettres, des dessins, des fleurs. Certains pleuraient en silence. D'autres s'agenouillaient simplement à ses côtés. Un vieux soldat posa sa médaille au sol près de Thor et dit « Je sais ce que signifie la camaraderie. Tu es plus qu'un animal. » Un garçon qui avait perdu son père prit la patte de Thor et dit doucement « Merci d'être resté. » Carlos était reconnaissant pour chaque geste, mais il protégeait aussi Thor. Tous ne pouvaient pas l'approcher. Il ne voulait ni spectacle, ni caméra, juste le silence, juste la vraie présence. Un panneau à l'entrée portait un seul mot, « Respect ». Un matin, le ciel était orangé et doux. Carlos prit comme chaque jour sa tasse de café et sortit. Mais Thor n'était pas à sa place. Carlos chercha sans crainte. Il savait où il le trouverait. Sous le figuier, à l'aube, Thor était allongé. Ses yeux fermés, son souffle presque inaudible. Carlos s'assit à ses côtés, posa une main sur la large poitrine de son ami. Les minutes passèrent. Le lion ouvrit lentement les yeux, le regarda une dernière fois, posa sa tête sur la jambe de Carlos et les referma pour toujours. Ce fut comme si le monde retenait son souffle. Les animaux du refuge restèrent silencieux. Aucun vent ne soufflait. Seul le léger tintement de la tasse à café que Carlos posait. Il ne pleura pas tout de suite. Il resta là, caressant la crinière de Thor et murmura « Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici ». Les jours suivants furent calmes. Les gens vinrent avec des bougies, des chansons, des récits de ce que Thor avait représenté pour eux. Une petite fille dit « J'ai appris à ne plus avoir peur ». Un vieil homme déclara « J'avais oublié ce qu'était la compassion, jusqu'à ce que je le voie ». Une jeune femme, autrefois gravement malade, raconta comment elle avait retrouvé l'espoir grâce à Thor. Chaque témoignage prouvait davantage que ce lion avait laissé quelque chose qui allait bien au-delà des mots. Carlos décida que cela ne devait pas s'arrêter là. Il érigea sous le figuier un petit mémorial, un cercle de pierre entouré de fleurs sauvages, avec une plaque de bronze. Thor, le lion qui a guéri les cœurs des hommes. Une empreinte de la main de Carlos et une reproduction de la patte de Thor ornaient en le centre. Ce n'était pas une tombe, c'était un lieu de mémoire, de silence, de paix. Grâce aux dons, aux bénévoles et à un groupe d'anciens visiteurs, il transforma la propriété en un refuge officiel. Non seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains. Des chevaux aveugles, des chiens mutilés, des chats rescapés d'incendie arrivèrent. Mais aussi des enfants gravement malades, des vétérans, des personnes âgées seules. Personne n'était rejeté, personne n'était invisible. Chacun apportait quelque chose, une histoire, une cicatrice, un besoin de réconfort.
Au cœur du sanctuaire demeurait la mémoire de Thor, non comme une légende, mais comme une vérité. Carlos organisait régulièrement de petites cérémonies où les visiteurs passaient en quelques minutes en silence sous le figuier. Il disait souvent « Ici, un lion a aimé », et cela suffit. Et lorsque les gens repartaient, il laissait souvent une pierre, en signe qu'ils avaient compris quelque chose qui ne se dit pas. Les années passèrent, plus lentes qu'avant. Carlos vieillissait, mais son regard restait clair. Quand on lui demandait s'il connaîtrait un jour un lien aussi fort, il répondait « Non, mais une fois suffit. Une fois peut tout changer. » Et le soir, quand le soleil se couchait et que le vent faisait frémir les feuilles du figuier, on entendait parfois, très loin, un rugissement lointain. Ou peut-être était-ce juste un souvenir, peut-être était-ce de l'amour.